Alors vas-y, parle-nous de tes technologies ignobles d'industriels. Alors, on commence par quoi? Puisque les méthodes alternatives ne te vont pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Je dis pas qu'elles me vont pas, je dis juste qu'il faut Elles te pas. suffisent pas, en fait. C'est pas qu'elles me vont pas, je dis qu'il faut pas annoncer aux gens qu'on va garder la même quantité de production et la même qualité de production avec des productions qui par nature sont faites pour produire moins. Ok. C'est tout. Voilà. Tu vas pas rouler plus vite avec moins d'essence, ça marche pas. Tu veux nous parler du glyphosate? Je sais que tu en as envie. Non, mais Alors, non, pas raconte-nous. forcément, mais Non, mais parlons un petit peu du glyphosate, parce que c'est des tas de choses, moi-même, ça me plaît pas trop. Alors, tu sais que il y a 80% des Français, je crois, qui seraient pour un arrêt immédiat de l'usage des glyphosates, et c'est pour ça que ça a fait gueuler beaucoup de gens quand la Commission européenne a décidé de prolonger de 5 ans son usage. C'est d'ailleurs un argument très intéressant quand on est pour le Frexit, pour dire, vous voyez, tout à fait. l'opinion du peuple n'est pas prise en compte. Mais toi, tu nous dis, finalement, le glyphosate, il en faut. Moi, je ne dis pas, il en faut absolument. Je te dis, si tu veux garder un système de production sans labour, ça va être difficile de le faire sans glyphosate. Voilà. Je te donne juste techniquement ce que permet de faire le glyphosate, ce que ne permet pas de faire le sans glyphosate. Ça va être difficile de le faire sans glyphosate. Enfin, je t'ai dit, tu peux le faire avec des plantes gélives, etc. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, on n'a pas tous les éléments. Sur la partie glyphosate, aujourd'hui, ce que les gens ont du mal à appréhender, mais c'est pas que sur le glyphosate, c'est sur les phytos en général. Qu'est-ce que c'est que le risque pris sur la production phytosanitaire? D'accord. Il y a aujourd'hui tout un système pour tester les produits phytosanitaires pour savoir s'ils sont dangereux ou pas. Il y a des guidelines européennes, pour le coup, qui sont édictées, et tous les produits passent au travers d'études, alors d'études long terme, moyen terme, etc. Une fois qu'on a fait ces études, on a une idée de la dangerosité du produit et du risque. C'est-à-dire qu'on va comparer la dangerosité du produit avec le risque, c'est-à-dire avec la quantité d'exposition que je suis susceptible de rencontrer au cours de ma vie. C'est ça qui est important. Parce que, c'est comme je te le disais tout à l'heure, si je compare le risque et le danger, en bagnole, le danger, c'est de se tuer. Le risque, c'est le croisement entre la probabilité d'avoir un accident et les conséquences de cet accident. Et tu vas bien accepter de prendre ta voiture tous les jours en sachant que tu risques effectivement un accident, mais que cette probabilité est suffisamment faible pour que ça vaille la peine de le faire, de prendre ta voiture. Mais concrètement, là, si tu me ramènes... t'es en train de m'embrouiller la tête non, avec ce si truc tu ramènes de le voiture. glyphosate, c'est pareil. Le glyphosate, sur le glyphosate, concrètement. c'est pareil. C'est-à-dire que si demain on fait des études et qu'on dit la dose journalière admissible du glyphosate sans effet, elle est de X mg par jour, et par kilo de poids vif, par exemple. Si je compare ça à ton régime alimentaire et que je calcule avec ton régime alimentaire moyen, parce qu'aujourd'hui l'EFSA a des régimes alimentaires moyens des populations, tu vas être exposé à quelques microgrammes par jour au glyphosate. Parce qu'il y aura des résidus de glyphosate, il ne faut pas dire aux gens qu'il n'y aura pas de résidus. Oui, il y en aura, évidemment qu'il y en aura. Je traite un produit, il va y en avoir. Ça va dans les nappes phréatiques, je crois. Ah, ça c'est autre chose, c'est la partie Bon, environnement. bref, Mais c'est le même principe sur l'environnement. Mais déjà, raisonnons sur l'humain. Si je traite un champ avec du glyphosate, tu vas avoir des résidus de glyphosate. C'est clair. D'accord, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire aux gens qu'ils n'en auront pas. La question c'est est-ce que ces résidus restent dans la fourchette acceptable par rapport à ce que ton organisme peut supporter sans déclencher de cancer, de ce que tu veux. Peu importe la maladie qui peut déclencher. Aujourd'hui, il y a des process pour valider ça, et quand on fait les études sur le glyphosate, on tombe sur des résultats d'études qui disent c'est bon, il n'y a pas de risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Alors là-dessus, je serais un petit peu circonspect, parce que j'avais suivi, alors plus trop cette année, mais je crois que c'était l'année dernière, il y avait eu des rebondissements par rapport à Bayer, etc. Donc là, moi, j'ai pas bien étudié le sujet, donc je vais pas trop m'engager là-dessus, mais bon, c'est comme pour tout, il y a des études qui disent plus ou moins, etc. Bon. Ben non, il n'y a pas d'études qui disent... Non, il y a des juges qui disent que Bayer est responsable, mais il n'y a pas d'études déjà derrière qui te disent scientifiquement prouvé, enfin de consensus d'études, c'est pas parce que tu as une étude, c'est quand on regarde la littérature globale. Alors tu ne m'en voudras pas, je me permettrai de refaire des petites recherches derrière, si je vois des choses un peu opposées à ce que tu dis, je me permettrai de me mettre bien sûr, mais va chercher les résultats de l'EFSA, enfin de l'analyse de risque de l'EFSA, et tu vas vite trouver que le glyphosate, aujourd'hui la DL50 du glyphosate, la dose journalière admissible du glyphosate est inférieure à ce qu'on trouve pour le sel par exemple. Et ça ne viendrait pas à l'idée de bannir le sel.
moi, ce que je dis juste, c'est une question de risque. Il faut que les gens apprennent à comprendre le risque qu'ils prennent. D'accord ? Là où je suis d'accord avec les gens, et là où il y a un vrai problème sur la partie phyto, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux gens qui vendent les produits de faire les études pour démontrer qu'ils sont inoffensifs. Ah, le problème, il est là. Là, voilà. D'accord ? Là, il y a un souci. Donc, le problème est là. Donc, moi, j'ai pas. Si je regarde les études qui sortent sur le glyphosate, j'ai pas de doute. Si je me fie aux études, le glyphosate ne pose aucun problème de sécurité sanitaire publique. D'accord ? Maintenant, si on commence à dire, oui, mais attends, les études sont vérolées parce que Monsanto a intérêt à le vendre et qu'il ne va pas te donner la réalité des faits, c'est différent. Ah bah oui, tu vois, mais là, on a un vrai problème, parce que tu me confies que les études, c'est Monsanto qui les fait. Mais attends, toutes les études de phytosanitaires sont faites par les... Parce que c'est comme ça, le système comme ça, pas parce qu'eux, ils ont décidé de les faire comme ça. Mais du coup, tu les crois alors, Monsanto ? Mais moi, aujourd'hui, c'est pas que je les crois ou je les crois pas, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des guides, ils doivent donner des études, ils donnent les études disent... Il n'y a pas de risque. Je comprends. Donc à la rigueur, c'est pas trop. Faut pas mélanger les responsabilités. Bien sûr. C'est pas ta responsabilité à toi de rentrer en guerre contre des problèmes, on va dire, de biais à l'origine des études. Toi, tu es censé avoir confiance dans les autorités. C'est ça. Et après, s'il y a un problème avec ça, c'est pas envers toi que les gens ont un problème, c'est envers les autorités finalement. C'est ça, exactement. Je comprends. Ce que je suis d'accord avec toi. Ce que je comprends, la question de se dire est-ce que les études sont fiables, elle est légitime parce qu'effectivement elles sont faites par ceux qui ont intérêt à vendre les produits. Mais ça, c'est pas un agronome de se poser cette question. C'est pas un agronome de se poser la question, c'est un politique. Tout à fait. Et bizarrement, je constate aux citoyens, on va dire. Et bizarrement, je constate que le politique, à aucun moment, ne remet ça en cause. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il va remettre en cause, il va dire j'interdis le glyphosate. Attends, moi, sur la base des études qui ont été fournies à l'EFSA, aujourd'hui, je te dis qu'il n'y a pas de raison d'interdire le glyphosate. Je comprends. D'accord ? En tout cas, sur la partie toxicité, sur la partie environnementale, je n'ai pas regardé le dossier, mais sur la partie toxicité pour l'humain. Je te dis que sur la base des études qui ont été fournies, il n'y a pas de raison. Après, si tu me dis les études sont fausses et vérolées parce que Monsanto a vérolé les études, là, j'ai un autre problème. Mais encore une fois, c'est pas à nous, techniciens et scientifiques et ingénieurs, de dire l'étude est vérolée. Non, c'est pas... C'est comme quand tu as une étude sur l'hydroxychloroquine qui est publiée dans le Lancet. L'étude, tu la prends, tu dis bah, elle est là, c'est exactement la même chose. Elle dit ça, bah, l'étude elle dit ça, si elle est acceptée dans le Lancet. J'ai beau avoir eu une attitude assez sévère sur les professionnels de santé dans mon reportage sur là-dessus, je suis totalement d'accord qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de remettre en question les informations, les directives qui viennent d'en haut. Je suis totalement d'accord. C'est pas eux de le dire, c'est tout. Alors, moi, effectivement, si tu me dis quel est mon avis, je te dis qu'il faudrait un grand service public des études scientifiques sur ces dossiers-là, que, effectivement, que ce soit les entreprises qui payent pour financer ces études, c'est normal, mais au lieu de payer des personnes pour faire ces dossiers, etc., elles vont payer un organisme qui lui va payer une taxe spéciale et puis qui sera un organisme public. Exactement, et l'organisme fera les études, et là on sera tranquille. Les études nous sommes d'accord. Voilà. Ok. Et ça serait logique. Mais tu remarqueras qu'à aucun moment, et y compris chez les écolos, à aucun moment cette approche n'apparaît sur la table. Parce que en fait, le problème du glyphosate, bon très bien, ils ont arrêté le glyphosate. Admettons qu'il y a un danger avec le glyphosate, qu'on a un doute, admettons. Tu nous rappelles à quoi ça sert exactement le glyphosate ? C'est un désherbant total. Ça sert à désherber. Donc, mais ça tue partiellement. Ça tue tous les végétaux. Ça tue tous les végétaux. Sauf ceux qui sont immunisés. Sauf ceux qui sont génétiquement modifiés. Et on en parlera juste après la modification génétique. Okay. Donc ce glyphosate-là, il va être interdit, très bien. Bon, ok, super. Mais est-ce qu'on a réglé le problème de fond ? Ah non, on n'a pas réglé le problème de fond. Le problème de fond, il est que sur n'importe quel produit, si on part du principe que les études sont vérolées, potentiellement, n'importe quel dossier déposé, il est potentiellement vérolé. C'est ça que ça veut dire, quoi, concrètement. Donc sur n'importe quel dossier, je ne peux pas avoir confiance dans ces études-là. Bon, ben excuse-moi, je trouve ça surprenant que les écologistes, dont Europe Écologie Les Verts, à un moment donné, ne viennent pas sur la table en disant il faut arrêter ce système d'homologation. Ah oui. Est-ce qu'on n'a pas des autres produits concurrents du glyphosate qui pourraient faire l'affaire ? Il y a du glyphosinate qui est sur le marché. Et qui pourrait être moins à risque, on va dire, par rapport au... Franchement, j'ai pas le profil toxicologique du glyphosate. Ouais. Le fait est que le glyphosate a trusté le marché aussi par ses propriétés chimiques et biologiques. C'est-à-dire que c'est un produit qui est effectivement très peu toxique. Donc il est facilement vendable aux jardiniers. Très peu toxique, a priori. Enfin, de ce qui est donné dans les études. Voilà, par rapport aux autres produits concurrents. Par rapport à ce qui s'est fait depuis je ne sais pas combien d'années. Okay. Après, voilà, je ne peux pas reprocher non plus à la population d'avoir des doutes, parce que j'oublie pas le passé. Je sais qu'on a le scandale de la chlordécone,
Je sais qu'on a le scandale. C'est quoi ça? La chlordécone, c'est un insecticide de mémoire qui était utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe, je crois, et qui a eu de gros impacts sanitaires, en l'occurrence. D'accord. Mais on parle des années 60, hein, on parle de choses un peu plus D'accord. anciennes, d'accord. Il y a eu le cas de l'atrazine, qui aujourd'hui se retrouve dans l'eau, et qui va polluer l'eau. Ça a été interdit il y a presque 20 ans maintenant. Mais ce qui a été mis dans les champs il y a 50 ans commence à se retrouver dans l'eau en fait. Il y a une affaire, alors je ne sais pas si c'était lié à ça, dans l'Ain, une affaire de bébé né sans bras, et je crois que ça aurait été lié Là c'est à pareil, une alors, histoire de, ouais, des bébés nés sans bras. de pollution. Alors ils mettent ça en avant, mais alors, c'est pareil quand on écoute l'agence de veille sanitaire. Alors, tu peux me dire aussi que l'agence de veille sanitaire est corrompue, c'est possible, mais moi si j'écoute l'agence de veille sanitaire, il n'y a pas il y a pas de défaut statistique sur les malformations dans ces régions-là. Donc, Et c'était aussi lié à une histoire de glyphosate ou de choses comme ça, je crois. Hein, c'est pas ça de phyto, je sais pas si c'était du glyphosate, Phyto, mais d'accord, bon, de ok. phytosanitaire. D'accord. Enfin, on soupçonnait, c'est pas lié, on soupçonnait que ce soit des phytos. On Voilà. suppose. Mais bon, ok. voilà. Par rapport au glyphosate, on a fait le tour. Oui, pour Ok. moi. On passe aux OGM. Si, juste peut-être sur le glyphosate, enfin sur les phytos en général, pour donner quand même, il y a eu 2 études qui sont parues sur les risques entre phyto et cancer, par exemple. Il y en a une qui est une étude sur 1 million de femmes en Grande-Bretagne, et il y en a une qui est une étude de l'INRA qui est sortie sur 600 000 personnes, des études observationnelles. Et ce qui en est ressorti, alors les 2 études sont un peu contradictoires, c'est que là où il y a des surrisques de cancer, alors ils ont comparé des gens qui mangeaient bio et des gens qui mangeaient pas bio, pour faire simple. Alors l'étude du million de femmes en Grande-Bretagne a conclu que sur le lymphome non hodgkinien, il y avait un risque supplémentaire à ne pas manger bio. D'accord. Par contre, elle a conclu que sur le cancer du sein, il y avait un risque supplémentaire à manger bio. Ah. Tu vois, ça, personne n'en a parlé. Et l'étude INRA a conclu que sur le lymphome non hodgkinien, il y avait un risque supplémentaire à ne pas manger bio. Aussi, comme l'autre, voilà. Et elle a conclu que sur le cancer du sein post-ménopause, il y avait un risque supplémentaire à pas manger bio. Donc elle a conclu l'inverse de ce qu'avait dit l'étude On n'est britannique. pas médecin, mais Ouais. selon toi, qu'est-ce qui pourrait produire une augmentation risque de cancer Mais j'en sais rien parce que c'est des études. à manger bio? Non, mais c'est des. Non, mais c'est des. Bah si. Alors le bio, en fait, si tu veux, quand on est face au bio, effectivement, on a moins de phytosanitaires de pulvérisés, mais on a plus de sulfate de cuivre. Parce que Pourquoi? parce que c'est un phytosanitaire qui est utilisable en bio, qu'on peut utiliser en bio. D'accord. Et à quoi il sert lui donc? Il sert C'est aussi un à antifongique. tuer Ouais, un antifongique. donc C'est les champignons. les champignons, exactement. D'accord. Et c'est massivement utilisé en bio parce qu'en fait ils peuvent utiliser que ça et qu'ils savent que s'ils n'utilisent pas ça, de toute façon ils feront rien ils auront des rendements catastrophiques. Donc ça fait du cuivre. Ouais, c'est du cuivre. Alors le cuivre, moi je me l'attendrais plutôt en neurotoxique plutôt qu'en cancer, mais bon, ouais, pourquoi pas, j'en sais rien. Il y a beaucoup de gens qui disent que les cancers sont liés à des métaux lourds qui restent bloqués Ça longtemps peut au fond être des ça. organes. Ouais, donc ça peut être ça. ok. Donc ça, et puis quand on fait du bio, on a plus d'exposition aux mycotoxines, forcément, puisqu'on traite moins, donc il y a plus d'exposition aux mycotoxines. Mais après, c'est peut-être, enfin les 2 études qu'on a eues là, c'est pas des choses qui sautent aux yeux, il faut pas que les gens s'imaginent que le surrisque est énorme. Parce que le lymphome non hodgkinien, pour te donner un exemple sur celui-là, dans l'étude de l'INRA, la prévalence du lymphome c'est 10 pour 100 000 habitants. D'accord. L'incidence, pardon, pas la prévalence, l'incidence, ça veut dire que ça va arriver à 10 personnes sur 100 000 personnes. D'accord. Le surrisque, il est de 24%, c'est-à-dire qu'au lieu de 10, quand tu manges pas bio, ça sera 12,4 sur 100 000. Donc on n'est pas en train d'avoir une épidémie de lymphome non hodgkinien, c'est pas quelque chose de dingue, d'accord. C'est à mettre en parallèle de, si demain on perd 30% de tous nos rendements parce qu'on décide d'aller vers le bio, et que donc on a 30% de nourriture en moins, qu'est-ce qu'on risque? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours mettre en parallèle les 2 risques, parce que quoi que tu fasses, tu as un risque. D'accord. Voilà. Et il faut être capable de le mettre en parallèle. Ok. Bon, alors les organismes génétiquement modifiés, toi t'es pour? Bah ça dépend. En fait, je suis pas pour ou contre, ça dépend ce que tu veux en faire. Déjà, on va repréciser une chose, c'est que la particularité de l'OGM par rapport au croisement génétique qu'on pratique depuis des milliers d'années, c'est comme tu me le disais il n'y a pas longtemps, au lieu de faire des croisements, eh bien là on va juste accélérer le processus en ouvrant l'ADN et en allant tripatouiller directement. Ouais, en quelque sorte. Alors, il y a plusieurs façons, mais l'OGM, tu peux le faire en fait, soit en allant insérer un gène directement dans ton génome. Alors, insérer, en fait, en général, c'est insérer dans le noyau, c'est pas forcément insérer dans le génome en tant que tel.
soit maintenant avec le système CRISPR-Cas9, qui est un système qui a presque une dizaine d'années aujourd'hui, qui permet d'éditer le génome, c'est carrément d'aller écrire le génome. Alors, attends, tu m'as parlé d'un truc juste avant, moi j'en suis encore comme dans Jurassic Park, où on voyait les chaînes d'ADN comme ça, et puis il y avait quelqu'un qui enlevait un morceau de chaîne et qui mettait dedans. Mais comme dans Il était une fois la vie. Non, mais c'est compliqué à expliquer, mais on peut soit intégrer le génome, le gène dans le génome, soit intégrer un plasmide à côté du génome. Mais peu importe. Si tu voulais faire un truc incompréhensible, tu pouvais pas faire mieux. Là. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Dis-toi que tu intègres un gène dans le génome. Point. Ok, ouais, d'accord. La plante a ce nouveau gène. On va pas rentrer dans le détail parce que les gens vont plusieurs heures se d'explication. désabonner là. Moi je vais perdre tous les abonnements. Non mais on intègre un gène dans le génome et donc la plante va exprimer ce gène. Donc elle exprime la protéine qui est codée par ce gène. D'accord. Alors quels sont les risques quand tu fais un OGM? Parce qu'en fait c'est comme toute technologie, il y a un risque. Le phyto emmène un risque, l'OGM va emmener un risque, il n'y a que rien à faire qui n'amène pas de risque. Quels sont les risques? Le risque, il y a plusieurs points. Un, tu as amené un gène dans une plante qui n'y était pas, d'accord? Et c'est pas l'ADN qui va être toxique pour toi, parce que l'ADN n'est pas toxique. Tu manges de l'ADN de bœuf ou de cochon tous les jours, en fait, la plupart de l'ADN est digéré par l'estomac, donc c'est pas l'ADN qui est toxique. Par contre, la protéine qui est codée par ce gène, elle peut être toxique pour toi. Par exemple, si je prends un gène d'arachide, que je le mets dans du maïs, que tu es allergique aux arachides, tu manges le maïs, tu fais une réaction allergique. D'accord? Là, tu pourras avoir cette problématique-là. Donc, on pourrait imaginer que demain, quand on met un gène, par exemple dans un maïs BT, qui est un maïs résistant à la pyrale, par exemple, qui est un parasite du maïs, ce maïs, on lui intègre un gène qui vient d'une bactérie qui s'appelle, je ne sais même plus, je sais plus le nom, Clostridium botulinum, je crois, un truc comme ça. Donc, quand tu mets ce gène là-dedans, tu codes pour une protéine qui est une protéine toxique pour la chenille, en l'occurrence. Il se pourrait très bien que cette protéine soit toxique pour toi aussi. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Cette protéine, elle est toxique pour la chenille parce que quand la chenille la mange, les enzymes de digestion de la chenille découpent cette protéine d'une certaine manière qui détruit son intestin, en l'occurrence. Mais on pourrait imaginer, ça aurait pu être le cas, que ce soit toxique pour toi. Donc pour ça, on fait quoi? On fait des tests sur des rats, on fait des tests sur des lapins, et puis on regarde si c'est toxique pour eux, et puis on fait après des tests à courte durée, moyenne durée, et puis on regarde ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que le gène que tu as intégré dans ta nouvelle plante, ta plante, elle est dans la nature, inévitablement, elle produit du pollen, elle peut très bien aller se croiser avec une plante à côté de la même famille, enfin de la même espèce, et qui est sauvage. Facilité grâce à ce morceau d'ADN qu'elle a. Qu'elle transmette son morceau d'ADN que toi tu lui as mis dans la nature. Il y a quand même ce risque de se dire, même si on fait des tests en laboratoire sur des rats ou des choses comme ça, il peut se passer des choses sur le long terme qu'on a du mal à identifier après. Mais bon. Disons que biologiquement parlant, il est compliqué un ADN de traverser les sucs gastriques, l'intestin, et de passer la barrière intestinale et de s'intégrer dans ton génome. Et, en fait, je ne pensais pas forcément sur le consommateur en lui-même, mais sur l'espèce elle-même qui a été modifiée. Ouais. Tu modifies ton blé, tu modifies ta betterave. Voilà, combien de temps ils mettent à tester ces choses-là, les gens? Mais pour savoir quoi? Pour avoir quel... pour savoir si par exemple tu vas pas avoir une créature monstrueuse qui va créer tout un tas de choses terribles. Mais chez l'homme ou au sein de l'espèce? Ton blé, tu fais du blé génétiquement modifié. Au bout de 30 ans, on se rend compte qu'en fait, il tue tous les vers de terre. Voilà. Parce qu'il crée une toxine. Mais voilà, d'accord, ok. Alors c'est bien ce que je te dis. Alors ce ne sera pas au bout de 30 ans, tu vas t'en rendre vite compte. Parce qu'en fait, c'est si la protéine qu'il fabrique, la nouvelle protéine qu'il fabrique et qu'il exprime, donc. En l'occurrence, je te donne toujours le cas du BT qui est toxique pour les lépidoptères, en l'occurrence. Si effectivement elle est toxique pour les vers de terre, on va s'en rendre compte dans les études qu'on fait environnementales. Tu as raison, c'est en fait tout vient de la protéine qui est fabriquée. D'ailleurs, au passage, cette protéine BT qui est fabriquée par les maïs BT, c'est la même qui est autorisée en agriculture biologique en pulvérisation sur les maïs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'en pulvérise partout sur mes maïs, partout sur le sol, toutes les 3 semaines, parce qu'il faut renouveler régulièrement. Je suis bio, mais je fais produire au maïs, donc ça reste dans le maïs. Ça ne va pas ailleurs que dans le maïs. Ça tue que le lépidoptère qui vient manger le maïs, pas les autres. Là, je suis plus bio, je suis OGM. Donc là, on parle d'une molécule.
On parle d'une protéine. On parle d'une protéine. Quand tu la mets dans le code génétique d'une espèce en question, elle va générer cette protéine. Enfin, quand tu mets le segment codant de l'ADN, voilà. tout à fait. Et sinon, tu le jettes directement sur ton Sinon, tu fabriques la protéine via ta bactérie, tu fais produire la protéine à ta bactérie qui la produit naturellement. Tu purifies, tu récupères cette protéine et tu la pulvérises. Voilà, ça s'appelle du BT. D'accord. Voilà, et là, t'es bio. Les OGM, en France, est-ce que c'est autorisé, pas autorisé? Je m'y perds un peu parce il y a que un moratoire, tu peux pas l'autoriser. On peut pas, mais en même temps, on a des produits importés. Alors par contre, dans l'importation, on a des tolérances à 0,9% de mémoire, parce que de toute façon, on peut pas faire autrement. Il y en a tellement partout. Enfin, d'ailleurs, tu dois en porter sur toi un t-shirt en coton. Le coton, il est tout BT aujourd'hui, quasiment, enfin 90%. Sans OGM, tu penses qu'on produirait combien de fois moins qu'on produit actuellement? J'en sais rien, j'ai pas d'idée sur ce qu'on produit. Avec les OGM, on gagnerait plus. Non, mais en fait, il y a des cas. Ce que je te disais, tu me disais, est-ce que je suis pour ou contre les OGM? Ça dépend. Comme je te dis, l'OGM, c'est un risque biologique. D'accord. Si ce risque biologique m'évite un autre risque, ça se discute. Exemple, un OGM BT qui tue spécifiquement le lépidoptère qui vient manger le maïs et qui donc m'évite de mettre en plein champ des néonicotinoïdes, par exemple, des choses comme ça. Ça a un intérêt. Je peux me dire, je réfléchis, j'ai peut-être meilleur temps de mettre un produit dans un OGM qui sera cantonné à l'OGM et que je maîtrise, plutôt que de le mettre en plein champ, en le pulvérisant et en espérant qu'il ne tue pas des abeilles à côté. D'accord? Ça se discute. Par contre, quand tu fais un OGM dont le seul bénéfice est de résister au glyphosate, ce qu'on appelle les Roundup Ready, parce que ça te permet juste pour des questions de simplicité, je mets mon OGM, pouf, et je mets quand même du glyphosate, parce qu'il faut quand même, mais mon OGM survit. Là, je pose la question, est-ce que c'est vraiment utile? Je prends un risque biologique, mais je n'ai pas empêché le risque chimique. Quel est l'intérêt? Mais tu vois, quand on parle d'OGM, alors nous, on n'a pas ça en France, mais je crois par exemple aux États-Unis, ils ont des OGM qui, par exemple, grossissent la taille des pommes de terre. Et ça, moi, j'ai envie de me demander, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas si on a une quantité de bouche à nourrir qui augmente? T'as pas spécialement de chiffres sur... Celui-là, je le connaissais pas, celui-là. Moi, je connais par exemple l'OGM sur la papaye Rainbow, qui était une papaye... la papaye a eu à Hawaï notamment de gros soucis parce qu'elle était attaquée par un virus. Un virus, sur lequel on n'avait pas de traitement. Le seul moyen qu'ils ont eu de lutter contre ça, ça a été d'en faire un OGM qui résiste naturellement à ce virus. Je ne me demande pas le détail de ce qu'ils ont intégré comme gène pour faire ça, mais ils en sont sortis plutôt pas mal, puisqu'aujourd'hui ils ont sauvé la papaye à Hawaï, il n'y en aurait pas, sinon il n'y en aurait pas. D'accord. C'est de la papaye, je crois, c'est ça. Enfin, la variété Rainbow, c'est un exemple assez connu. Au passage, c'est un exemple qui est tombé dans le domaine public, tu vois, donc c'est des choses pas complètement idiotes à faire, tu vois, d'avoir ce type d'OGM. Tu as des OGM aujourd'hui dont on aimerait qu'ils soient capables, comme les légumineuses, de fixer l'azote de l'atmosphère, plutôt que d'avoir à amener de l'engrais en permanence. S'ils étaient capables de faire ce que font les légumineuses, ça pourrait être intéressant. Tu as des OGM demain, on parle du riz doré, on ne sait pas si ça sortira, mais qui serait enrichi en vitamine A pour lutter contre les carences en vitamine A. Tu as plein de choses, si tu veux, quand tu me dis est-ce que je suis pour ou contre un OGM, ça dépend pourquoi tu l'utilises et à quoi il sert. C'est stupide de dire je suis contre les OGM par principe, aussi bien que c'est stupide de dire je suis pour par principe. Il n'y a pas à être pour par principe. Et dis-moi ce que tu m'amènes de plus, ce que tu m'amènes de moins, parce qu'il y a forcément quelque chose en moins derrière. On donne toujours quelque chose pour quelque chose. Et alors je te dirai si ça m'intéresse ou si ça m'intéresse pas. Voilà. Après, tu me dis aujourd'hui, si je raisonne purement industrie, aujourd'hui en Europe, je te le dis franchement, il ne faut juste pas autoriser les OGM. Parce que si demain on autorise les OGM en Europe, toutes les entreprises qui font des OGM ne sont pas européennes. Elles sont américaines, elles sont... en tout cas, elles sont multinationales. C'était il y a 20 ou 30 ans, on aurait pu avoir des gens comme Limagrin, comme des grands semenciers français qui auraient pu être dans la course. Aujourd'hui, on n'a pas participé à la course. Donc si tu ouvres les barrières aujourd'hui, c'est juste que tu condamnes à mort ces gens-là. C'est tout. D'accord. Donc pour moi, c'est fini. Voilà, faut pas l'ouvrir. En tout cas, faut pas les ouvrir comme ça. Faut pas dire oui aux OGM maintenant tout de suite, parce que même d'un point de vue industriel et technologie, on n'y gagnerait pas. Alors il y a aussi un truc quand même qui m'embête, je crois que ça fait partie des OGM, c'est Monsanto. Je crois que c'est Monsanto qui te fabrique des plants. C'est Bayer maintenant. Mais... Qui sont, ils ont été rachetés par Bayer l'année dernière ou il y a 2 ans. 2018, je crois. Qui te fabrique des plants qui sont stériles. Alors c'est pareil, tu vois, tu raisonnes en disant c'est stérile, c'est une honte.
Ça dépend. Si j'ai un OGM, je veux pas que le gène se disperse dans la nature. Parce que c'est pas intéressant qu'il soit tu stérile. penses vraiment que Bayer Monsanto fait ça pour Ah ces non, raisons? ah Non, c'est pour non, te non, prendre, je suis sûr qu'ils le font pas pour ces te raisons. piéger là-dessus et que Non, toi, non, tu mais l'achetais. je suis sûr. Mais alors, deux choses. La première, c'est tu fais un OGM avec du blé, par exemple, demain. C'est le gène Terminator, ce qu'on appelle, d'accord? Terminator, Terminator. putain, ça fait peur. Non, mais tu fais un OGM avec du blé, tu le mets en grande culture. Du blé, enfin des plantes de la famille du blé, naturellement à l'état sauvage, en Europe, t'en as plein. Moi, j'ai pas forcément envie que le gène que j'ai intégré dans le blé, qui va le rendre résistant à, je sais pas moi, un insecte quelconque, peu importe, j'en sais rien. J'ai pas forcément envie qu'il aille faire la même chose sur la plante à côté qui est sauvage, parce que sinon, il est où le réservoir pour l'insecte? D'accord? Donc, si j'ai pas envie qu'il aille le faire dans la plante sauvage, est-ce que c'est pas intéressant que mon blé soit stérile? Hmm. C'est pas quand même un petit Tu peu bosses pas logique. chez Bayer Monsanto par Non, hasard? mais non, mais tu vois, je raisonne d'un point de vue purement scientifique. Est-ce que Ok. c'est pas intéressant? Mhm. Deuxième chose là-dessus, aujourd'hui, les hybrides de maïs que tu sèmes, qui sont en fait semés, c'est 90% des maïs sont des hybrides. Sont déjà, enfin, ils sont pas stériles, mais ils sont déjà pas réutilisables par l'agriculteur. Comme c'est souvent le cas dans la nature, quand c'est hybride, généralement, Quand c'est hybride, en fait, souvent c'est stérile. Alors, ils sont pas stériles en l'occurrence parce qu'ils produisent des graines, mais si tu replantes les graines, il y a ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué, mais une dissociation des caractères à la deuxième génération. Donc, Ça veut dire que ça va pas être très viable, quoi. ça veut dire que ça va être viable, mais tu vas voir ressortir les caractères des parents. Donc, si tu as croisé Donc un ça va parent. naturellement redevenir soit l'un, soit l'autre, quoi. Exactement, en Ah, quelque sorte. Je te fais d'accord, ça, mais en quelque d'accord. sorte. D'accord. Donc, en fait, les maïs, ça fait allez, 100 ans qu'on fait de l'hybride de maïs, à peu près, enfin, je sais pas, un peu moins de 100 ans, allez, 50 ans. De toute façon, ces maïs-là, c'est déjà le cas. Les agriculteurs ne les replantent pas, c'est pas possible. Mhm. Et ça n'a jamais choqué personne. Tu vois. Ça, c'est sur les maïs. Ce gène Terminator, je te l'ai dit, si jamais il se dispersait, ce serait quand même intéressant d'avoir un gène Terminator pour éviter qu'il se disperse. Le problème, il n'est pas là, le problème, il est légal. Aujourd'hui, tu as des gens comme Monsanto qui t'expliquent que si tu réutilises leur gène, le gène est leur propriété. C'est-à-dire que je fais un blé, moi, OGM, il va polliniser le champ du voisin. Donc il se retrouve avec mon gène, ils vont retrouver le gène dans le champ du voisin. Le voisin replante son blé à lui parce qu'il a décidé d'utiliser ses semences de ferme, très bien, il fait ce qu'il veut. Monsanto va le voir et va dire attendez, vous avez utilisé notre OGM sans notre accord. Le problème, c'est un problème de propriété intellectuelle. Oh là 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 là. C'est un problème de propriété intellectuelle, c'est un D'accord. problème réglementaire, c'est plus un problème technique. C'est juste ça. Je savais pas. On pourrait tout à fait envisager de dire à Monsanto, vous avez le droit de vendre vos semences, mais vos semences on peut faire des semences de ferme. Mhm. Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Techniquement, il n'y a pas de souci. Mhm. C'est absolument pas un problème. Techniquement, on pourrait le faire, c'est pas le souci. Par contre, c'est un problème commercial. Effectivement, je comprends que Monsanto, il aimerait bien avoir une redevance tous les ans parce qu'on utilise son OGM. Mais dans ce cas-là, c'est un choix, encore une fois, politique, c'est plus un choix technique. Moi, je te dis qu'avoir un gène Terminator pour éviter la dispersion du gène, c'est intéressant. Mhm. Voilà, c'est intéressant pour éviter la dispersion du gène. Maintenant, si tu me dis, moi, je préfère favoriser les éleveurs, les agriculteurs en l'occurrence, et qu'ils puissent replanter leur semence de ferme, et donc Monsanto peut vendre sa semence, mais ne peut pas empêcher qu'on replante la semence derrière, dans ce cas-là, c'est plus que là, c'est une histoire de souveraineté, c'est plus autre chose. C'est qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a parlé des techniques à employer pour pouvoir avoir de la production en assez bonne quantité, il y a quand même un autre sujet à aborder, c'est quid du réchauffement climatique. Parce que on peut comme ça déployer tout un tas de techniques pour augmenter la production. Il y a quand même un souci, c'est qu'on a la température qui réchauffe, la quantité de CO2 qui augmente, etc. etc. Donc, comment on va faire pour s'en sortir? Ouais. Je t'ai dit, hein, si je reprends ce que je t'avais dit tout à l'heure, donc les trois façons, puisque de toute façon on va être 9 milliards et quelques dans quelques années, quelques dizaines d'années, les trois façons c'était intensifier la production là où elle est déjà faite, pour essayer de nourrir tout le monde, ou augmenter la surface disponible, ou en fait, hein, je te dis où, mais c'est et où, modifier les régimes alimentaires drastiquement pour manger moins de viande, puisque à chaque fois qu'on mange 1 kilo de viande, en fait on mange plusieurs kilos de céréales derrière, inévitablement. Et je te le redis, ça sera probablement un mix des trois qu'il va falloir s'adapter. Et le réchauffement climatique, en fait, va nous y contraindre de manière forte. On n'aura pas tellement le choix. La première chose, c'est, si je prends déjà le deuxième point, qui est augmenter les surfaces cultivables. Le deuxième point, celui-là fait par notre problématique de réchauffement climatique qu'il faut l'éviter. J'ai besoin de piéger du carbone, j'ai pas besoin d'en libérer en plus dans l'atmosphère, donc il faut à tout prix l'éviter. Donc il ne nous reste plus que les deux autres solutions.
j'intensifie sur là où je cultive déjà et je change mon modèle alimentaire pour manger moins de viande. Et je vais pouvoir jouer en fait que sur ces deux aspects-là et il va vraiment falloir jouer sur les deux. C'est pour ça que les écologistes et tous ceux qui te disent on va faire du bio, on va extensifier en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris la problématique qui se pose avec le réchauffement climatique et la croissance de population. Je vais devoir produire plus sans avoir plus de terre, d'accord. Même si je modifie mon régime alimentaire, parce que même en modifiant le régime alimentaire, je ne vais pas tomber à zéro viande consommée. Il y a un moment donné, il va quand même falloir que sur les terres qui restent, on produise plus. Alors, parle-moi des changements de pratiques alimentaires. Alors, déjà, est-ce qu'on peut imaginer un monde dans lequel on va arrêter de consommer de la viande et le remplacer justement par des légumineuses et des sources de protéines végétales? Ah oui, oui. Oui, ça s'imagine très bien. Ça s'appelle le XVIIe siècle. On avait très peu de viande et on mangeait essentiellement de la légumineuse comme source de protéines, mais l'espérance de vie, c'était 35 ans, quoi. C'était pas 70 ans. Mais aujourd'hui, les véganes, ils meurent pas à 35 ans. Alors non, les véganes aujourd'hui meurent pas à 35 ans. Alors je te dis pas que leur régime est équilibré, très loin de là. Il est possible d'avoir un régime équilibré en étant végétarien, sans aucun problème. En étant végane, sans être supplémenté avec de la levure, par exemple, qui est en fait une forme de protéine animale, une certaine forme. Sans être supplémenté en compléments alimentaires industriels qui sont en fait tirés d'autres formes de ressources. C'est très compliqué d'être équilibré. Mais imaginons alors, donc ces levures, on pourrait donc du coup avoir une alimentation équilibrée en remplaçant les viandes par des levures? Oui, enfin on pourrait tout à fait envisager qu'on remplace de la levure ou par de la viande synthétique. On sent vraiment les fibres du muscle, enfin, comme si on avait coupé une vraie tranche de viande en fait, quoi. Exactement. Ça pourrait le faire, mais bon, d'abord, j'ai pas forcément envie qu'on fasse disparaître complètement la production animale de nos contrées, parce que mine de rien, elles entretiennent le paysage, quoi qu'on en dise. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut absolument pas faire autre chose que de la production animale. Par exemple là où on a des prairies, par exemple, permanentes, où on ne peut pas faire pousser en montagne. Dans les montagnes, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu ne peux pas faire passer la moissonneuse dans les montagnes. Il faut bien, à un moment donné, il faut bien produire quelque chose. Donc, puisqu'on ne mange pas d'herbe, nous, autant faire manger de l'herbe par un animal qu'on mangera derrière. C'est carrément, dont on mange de lait, en tout cas. Enfin, oui, mais il y a quand même un problème, c'est que l'animal, du coup, il consomme... Combien de fois ça dépend, les indices de consommation. Ce qu'on appelle les indices de consommation, c'est très variable. Alors, sur de la volaille, on est autour de 1,5 pour les poulets industriels, 2 pour les poulets labels. 1,5, ça veut dire quoi? Il consomme une fois et demi son poids, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que quand tu manges 1 kg de viande de poulet, en fait, le poulet a consommé 1,5 kg de céréales, en gros. Pour le bovin, on est plutôt entre 8 et 10. Pour le cochon, on est autour de 3. Tu vois, ça dépend des viandes. On peut imaginer un monde dans lequel on arrête de manger des bovins et des porcs et on mange que du poulet. Oui. Et ça, là, déjà, on réduit un gros problème au niveau de la... On peut tout à fait envisager ça. D'ailleurs, de toute façon, dans tous les pays en voie de développement... en Afrique, effectivement, le poulet et l'œuf, c'est le truc... C'est les protéines les moins chères. Mais lequel est arrivé en premier, alors, le poulet ou l'œuf? Bon, j'arrête. Arrête, tu sors. Non, mais on peut tout à fait envisager. Après, encore une fois, le poulet ne mange pas d'herbe, donc dans les endroits en montagne où il n'y a que de l'herbe, on peut mettre du bœuf. Ça pose absolument pas de souci. Au contraire, d'ailleurs, il faut. Mais on va pas pouvoir étendre les surfaces cultivées, donc on va devoir intensifier et on va devoir modifier le régime alimentaire. Le problème de l'intensification qui va se poser, c'est que dans un monde contraint en CO2, c'est-à-dire où on se dit, soit parce qu'il n'y en a plus, comme le pétrole, soit parce qu'il faut arrêter de le brûler, parce qu'on a un problème de réchauffement climatique, où on se dit on va utiliser de moins en moins d'énergie fossile, l'intensification de la production va être très compliquée. Parce que, par exemple, le pétrole est utilisé pour faire tourner les tracteurs. Si je dispose de moins de pétrole, comment je vais faire tourner mes tracteurs, mes moissonneuses batteuses, etc. Si je dispose de moins de gaz naturel, comment je vais fabriquer mes engrais, qui sont fabriqués essentiellement à base de gaz naturel. Tu nous expliques un petit peu comment ça marche ? On va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pas le moteur de l'usine qui fabrique l'engrais qui consomme le gaz naturel, c'est dans le composant même du gaz naturel, de l'engrais. En fait, pour faire de l'engrais, il faut d'un côté de l'azote, ça on l'a dans l'air, c'est pas trop compliqué, comme pour faire du nitrate d'ammonium. Donc on le capte avec des machines, des choses comme ça ? Oui, il faut alors exactement le détail du processus industriel, mais en gros on a de l'azote dans l'air, on a du méthane qui nous amène l'hydrogène et qui nous amène l'énergie pour chauffer, parce qu'il faut que ça soit chauffé, et avec ça tu ressors un engrais azoté.
D'accord. Après, le détail de la formulation, Oui, non, non, pas trop, d'accord. je suis pas- En je gros, suis pas d'accord, dans la- d'accord. voilà. Mais en gros, il te faut du gaz naturel et de l'azote de l'air. Donc Ok. l'azote de l'air, on l'a, et le gaz naturel, voilà. Donc à partir du moment où toutes ces sources-là, pour plein de raisons, il faut limiter leur utilisation, voire arrêter de les produire, voire on n'en a plus, parce que le pétrole, aux dernières nouvelles, on a passé le pic, donc tôt ou tard, on n'en aura plus. On se retrouve avec une problématique de dire je dois intensifier, mais en même temps, je peux pas, quoi. Et puis tout à l'heure, tu nous parlais d'économie circulaire en disant que même si on utilise beaucoup d'engrais naturels par les déjections, par exemple, enfin, par les bousses de vache, etc., Ouais. le lisier de porc, etc., ben, ça va quand même progressivement baisser. Donc c'est Pas pas le une choix. solution. Parce qu'à partir du miracle. moment où tu as une population humaine qui Voilà. croît, tu pièges de l'azote Mmh. et des minéraux dans la population humaine qui est en croissance, donc elle ne Ouais. retourne pas au sol. Donc D'accord. il faut ajouter quelque chose à un moment donné dans le champ, c'est obligatoire. Donc voilà, donc on se retrouve à devoir intensifier, mais dans des conditions délicates, et du coup à changer de régime alimentaire pour essayer de compenser tout ça. Donc là où les gens qui prônent l'extensification n'ont rien compris, c'est que pour l'impact pour l'environnement, extensifier, c'est ce qu'il y a de pire. C'est bien seulement si tu réduis Donc la production. extensifier, ça veut dire abattre des arbres ou enfin prendre des espaces qui n'étaient pas arables pour les transformer en C'est espaces pas, arables. ouais, ça conduit à ça en fait si tu modifies pas la quantité produite. Extensifier, c'est-à-dire là où j'avais par exemple une vache qui produisait 10 000 litres de lait, je mets 2 vaches qui en produisent que 5 000. J'ai extensifié, c'est-à-dire j'ai moins intensifié la production par vache. D'accord. Si tu fais ça, vis-à-vis de l'environnement, tu as tout perdu parce qu'il faut nourrir 2 vaches. Quand tu nourris une vache pour produire du lait par exemple, il y a une partie de la nourriture, c'est les besoins d'entretien. C'est-à-dire que la vache en a besoin pour vivre, là elle ne produit pas encore. Et tu as une partie de la nourriture, c'est pour la production. Donc quand tu nourris une vache pour produire 10 000 litres de lait, tu lui donnes ce qu'il faut comme besoin d'entretien pour une vache et ce qu'il faut pour produire 10 000 litres de lait. Quand tu as 2 vaches, tu fournis 2 fois ce qu'il faut comme besoin d'entretien et toujours ce qu'il faut pour produire 10 000 litres de lait, puisque c'est 2 fois 5 000, c'est toujours pareil. Mais extensifier, ça fait partie du programme de LV. C'est pas comme ça qu'ils te le disent, mais quand ils te disent on va faire du bio, c'est à ça que ça conduit. Parce que le bio, c'est de Avec l'extensification. le bio, tu peux pas développer Voilà. au maximum la production de la vache. Ben non, puisque avec de la vache ou de la poule, c'est pareil. Non, tu pousses pas à fond ton animal, ce qui est compréhensible. Alors ça veut pas dire que c'est pas rentable pour l'éleveur, parce qu'il suffit qu'on lui achète bien son produit à un bon prix, ça peut être rentable. Moi, je raisonne en quantité produite. Toi, ton but surtout, c'est de nourrir Tout les le gens. monde, c'est exactement ça. Donc je raisonne pour l'instant pas sur le revenu de l'éleveur, même s'il doit être pris en compte, c'est important. Je raisonne sur le volume produit. Donc si tu extensifies sans accepter de baisser ta production totale, tu as tout perdu. À part, la seule chose que tu n'as pas perdu, c'est qu'effectivement pour les vaches, le bien-être animal est meilleur quand on leur en demande moins que quand on leur demande plus. C'est logique. Et effectivement, la pression sur l'environnement à l'endroit où sont les vaches est moins forte que l'endroit où tu mets des vaches très intensifiées. Je suis d'accord. Mais au final, au global, tu as consommé beaucoup plus de ressources naturelles que quand tu intensifies la production. C'est factuel. Je te le fais avec un champ. Alors, un champ, ça peut être discutable parce que tu peux te dire que quand tu fais du bio, tu amènes moins d'engrais, moins de pesticides, mais c'est pas ça qui consomme de l'énergie dans un champ. Mais si tu laboures 1 hectare pour obtenir 80 quintaux, si tu laboures 2 hectares pour obtenir 2 fois 40 quintaux, tu as cramé le pétrole de 2 tracteurs au lieu d'un. D'accord ? Alors justement, parlons-en de cramer du pétrole, parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, la diminution des ressources naturelles, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus du coup on a des indices très précis de... C'est sous quoi? C'est sous 20 ans qu'on n'aura plus de pétrole? C'est quoi? Ça je sais pas dire, parce que ça dépend des nouvelles découvertes. Moi je suis adepte des thèses de Jean Covici, donc tu vois, à partir de là, je sais que le pic est passé, et que de toute façon, tôt ou tard, ça va disparaître. Donc, et puis que c'est pas dans 300 ans. Voilà. L'ordre de grandeur, il se compte en dizaines d'années. Voilà, c'est ça l'ordre de grandeur, à peu près. Et que de toute façon, même si demain on retrouverait du pétrole pour 300 ans, le réchauffement climatique fait qu'il faudra le laisser sous le sol. De toute façon, il ne faudra pas le prendre. Même si on peut aller chercher, même si plein de choses, il ne faudra pas le faire. D'accord ? Donc à partir de là, il faut que l'agriculture gère ça aussi. Alors là où moi j'ai une vision différente et où je m'oppose un peu à ce que peut être la vision écologiste, c'est que je considère que l'alimentation, c'est pour moi le dernier bastion où on doit aller essayer de tailler. C'est-à-dire que c'est très facile de se passer d'un iPad, c'est très facile de se passer d'une voiture, c'est pas possible de se passer d'aliments. Finalement, ce que tu leur reproches, c'est de mener une guerre sur tous les terrains au lieu de se focaliser. Exactement, au lieu de prioriser. Mais on peut leur reprocher pareil avec le nucléaire, c'est-à-dire que l'autre problème aujourd'hui c'est du CO2, alors focalisons-nous, luttons contre le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Certes, le nucléaire c'est dangereux, ok, très bien, ça peut, enfin c'est dangereux,
il y a un risque nucléaire, mais c'est pas le risque qu'on a aujourd'hui. Là, on parle d'un risque qui arrive dans 20 ans, qui est déjà engagé de toute façon, de réchauffement climatique. Et donc le problème, c'est celui-là aujourd'hui. Donc c'est comme se battre contre le diesel, qui émet moins de CO2 que de l'essence. Oui, c'est plus de particules fines, mais c'est moins de CO2. C'est quoi la priorité? Voilà. C'est ça qu'il faut arriver à faire, arriver à prioriser. Et moi, je dis, dans une société, ce qui est important de sauvegarder, c'est l'alimentation, la santé et un peu le logement. Le reste, c'est pas grave si on n'en a plus. Voilà. Et donc, mais ça n'empêche que malgré tout, l'agriculture, parce que je te donne quand même des chiffres un petit peu, que tu saches, mais l'agriculture en Europe émet 560 millions de tonnes équivalent CO2. Okay, ça représente 12% des émissions de CO2 de l'Europe. Dans le monde, c'est plutôt autour de 20%, l'agriculture. Donc c'est pas négligeable. L'agriculture est un gros émetteur de CO2. Et dans l'agriculture, 70% des émissions de CO2 viennent de l'élevage. Okay, donc effectivement, on ne va pas pouvoir faire l'économie, nous, si on se penche sur notre domaine en disant on va essayer de diminuer l'impact CO2 de l'agriculture. On ne va pas pouvoir en faire l'économie, on va être obligé de se pencher sur l'élevage, en priorité. Oui, parce qu'il y a aussi plus les libérations de méthane, les pets des vaches. Bah, c'est l'élevage, c'est ce que je te dis, c'est l'élevage. Au-delà du CO2, le méthane... mais quand je te donne les millions de tonnes, c'est équivalent, c'est-à-dire qu'on met le méthane et on met le N2O, le protoxyde d'azote. D'accord ? Donc tout ça, on va devoir se pencher dessus. Et inévitablement, on va être amené à réduire la part de l'élevage. En tout cas, la part de l'élevage bovin fortement, et la part de l'élevage en général aussi. Il faut aussi avoir en tête qu'il faut être juste avec les autres peuples du monde. En Europe, on consomme en gros 20% de la viande mondiale, et on doit représenter 400 millions d'habitants sur 7 milliards, c'est-à-dire 8% de la population mondiale. D'accord ? Aux États-Unis, ils représentent 6% de la population mondiale, ils mangent 14% de la viande. Voilà. Donc les efforts, c'est chez nous que ça va porter. De toute façon, on pourrait manger quoi? De la viande une fois par semaine, peut-être, pour couvrir. Oui, il n'y a pas besoin de tant de viande que ça. Après, il faut aussi s'affranchir de la partie de quoi on a besoin et aussi prendre en compte de quoi on a envie. Encore une fois, c'est la vie. Je pense que l'envie, là, elle va passer très très loin dans les priorités. Parce que mais ça fait partie des priorités. Ça fait partie des priorités. L'urgence écologique, l'envie, on va être obligé de... Oui, mais encore une fois, ce que je te dis, c'est que pour moi, c'est pas pareil de dire l'agriculture représente 20% de la production de CO2 mondiale et de dire le transport en représente 30%. Parce que l'agriculture, c'est vital, et 2, c'est un plaisir. Le transport, c'est pas vital et c'est pas un plaisir. Donc, à un moment donné, voilà, faut quand même avoir une vision politique qui prend en compte ce genre de choses-là. Et en tout cas, moi, c'est celle qui me paraît le plus logique. Alors, ce qui va être difficile dans tout ça, c'est que il y a deux façons de toute façon de faire baisser la production la consommation de viande. La sélection, elle va se faire soit par le prix, même trois, on va dire, soit volontairement, c'est-à-dire les gens vont se limiter eux-mêmes, soit par le politique. Il ne va pas y avoir d'autre solution. Aujourd'hui, tu vois, on était autour de 95 kg par an et par habitant, enfin 90 kg même plutôt par an et par habitant, il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 80, un peu moins de 80. Donc la consommation, elle a déjà baissé. Et c'est essentiellement la consommation de bovins qui a baissé. Et aujourd'hui, moi, mon interprétation, c'est de dire que la consommation de bovins a baissé essentiellement pour une question de coût. C'est pas tellement que les gens font attention, même si on a eu des grandes campagnes pour dire c'est pas bien, etc., ce qui, à mon avis, n'est pas forcément tout à fait vrai, mais bon, c'est surtout parce que les gens, de moins en moins, ont les moyens de se payer la viande de bœuf qui coûte de plus en plus cher. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que le politique va accepter que la sélection, la restriction se fasse via le signal prix, en disant, écoutez, c'est comme ça... les riches mangeront de la viande tous les jours s'ils veulent, et puis les autres se débrouilleront, ou est-ce qu'il va y avoir une vraie vision politique alors, je sais pas, des quotas, j'en sais rien, mais en tout cas quelque chose qui va chercher à quelque part lisser cette variation sur toute la population, que tout le monde en prenne sa part. Moi je pense que dans un pays comme la France, il vaut mieux aller vers une solution où tout le monde en prend sa part, plutôt que vers une solution où certains sont contraints et pas d'autres. Juste une dernière chose peut-être sur la partie gaspillage, parce que c'est ce qu'on entend aussi. Oui. Tu vas beaucoup entendre des gens qui vont dire non mais c'est pas compliqué, il faut réduire le gaspillage de 50%.
Et c'est vrai qu'il y a une grosse part de gaspillage dans le process agroalimentaire. Tu D'accord. pourrais nous faire le détail des gaspillages? Parce que je crois que tu m'avais expliqué une fois Alors dans le étape gaspillage, par étape. Hein. oui, en fait le problème c'est que alors, ça dépend de quoi on parle quand on parle de gaspillage. On peut parler quand on parle de gaspillage des pertes tout au long de la chaîne, et celles-là elles sont très difficiles à diminuer, notamment dans la partie process industriel, parce que les industries ont déjà été très très optimisées. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes, c'est qu'en fait il y a énormément d'étapes. Dans le modèle d'agriculture intensive, parce qu'on n'est pas en vente directe. D'accord. C'est-à-dire si tu vas dans le champ et que tu vends directement à l'agriculteur, au consommateur, les pertes sont forcément moins Donc, importantes. les ANMAP que Voilà. certains connaissent. Voilà. Alors les pertes sont moins importantes, par contre, ça te demande un effort logistique qui est énorme. D'accord. Et tu peux difficilement approvisionner comme ça des très grandes villes. Tu peux approvisionner des petites zones ou quelques personnes dans une grande ville, mais c'est difficile d'avoir le volume et les volumes nécessaires. Oui, à parce l'approvisionnement que d'une c'est grande pas pour faire une digression, mais c'est vrai que quand on prône le fabriqué local, il y a quand même quelque chose qui est assez irréaliste. C'est que nous, ici, nous sommes en région lyonnaise. ville. C'est juste pas possible de fabriquer local pour nourrir Lyon. On est d'accord? C'est sûr, c'est clair. C'est impossible. Ça va pas être possible. Enfin, c'est pas ce que tu appelles local. Mhm. C'est-à-dire qu'il va falloir un rayon très grand pour nourrir Il une y a grande aussi ville. une chose peut-être dont on parle pas, c'est la pollution émise par les réseaux de distribution de petites quantités Oui, et les externalités que ça a sur la circulation. Parce que là, Mhm. je vais faire encore une digression, mais le toyotisme au Japon, ça a Mhm. été une manière d'améliorer l'industrie japonaise avec le système du juste à temps et des petites livraisons, etc. Mhm. Ça a fini par saturer les réseaux routiers parce qu'il y avait des tas de petites camionnettes par terre. Mhm. Il y avait des tas de petites camionnettes sur les routes. Mhm. Et c'était beaucoup plus polluant d'avoir des centaines de camionnettes plutôt qu'un gros camion. Mhm. Mais, Et c'est pour ça que le système, mais on en revient. c'est pas très sexy, hein, mais c'est vrai que le système actuel avec des systèmes de hub Mhm. où on rassemble les choses à Rungis et dispatcher, c'est pas que pour gagner, enfin Ouais, tout à fait. c'est l'optimisation Mais économique, en mais revient- aussi de on en la revient dépense toujours à la énergétique. même Quoi. chose qui est valable pour l'agriculture et pour Mhm. le transport, mais pour tout, c'est que quand tu intensifies, tu consommes beaucoup à un endroit, mais au final, Tu fais c'est des toujours, économies tu fais d'échelle. des économies d'échelle, c'est toujours moins que les petits C'est juxtaposés. ça qu'on a du mal à voir. Et oui, quand Et tu ça veux fait- extensifier. Ça fait un peu de l'ombre au tableau, un petit peu au côté un peu Mais pittoresque. ouais, malheureusement. mais c'est c'est comme la ça, réalité, quoi. quoi. En termes Ouais. l'intensification sera toujours optimisatrice des ressources. Par contre, l'intensification, le problème qu'elle pose, c'est qu'elle permet de produire des quantités qui sont énormes, dont on n'a peut-être pas besoin, effectivement. C'est peut-être là quelle est la solution, elle est peut-être de réduire tout simplement la voilure et de produire un petit peu moins. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui on a 2900 calories, c'est bien, c'est peut-être pas la peine d'essayer d'en produire 3000 ou 3500 en moyenne, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Ça, c'est bon, c'est la première, la première chose sur le gaspillage. Donc, au niveau de l'industrie, ça va être très dur de faire mieux dans un système qui n'est pas en livraison directe. On a déjà beaucoup optimisé. Donc, il reste après ce qui est le gaspillage en distribution à la maison. Ce que tu vas jeter toi dans ton frigo parce qu'il est périmé, ou ce que va jeter le magasin parce que c'est périmé et qu'il ne peut pas le vendre. D'accord. Donc, dans cette zone-là, c'est là où on peut jouer, où on peut essayer de gagner et réduire de 50%. Alors, moi, je sais qu'il faut être optimiste dans la vie, mais mon passé d'ingénieur fait que optimiser quel que soit le paramètre que tu cherches à optimiser, quand tu as déjà gagné 20% sur quelque chose, c'est déjà très fort. Donc 50%, je veux bien, mais à un moment donné, il va falloir... faut peut-être pas tout parier là-dessus, en tout cas. Voilà. Donc, ça va rentrer en ligne de compte, réduire le gaspillage, et à un moment donné, il va sans doute falloir qu'on accepte, de manger que des produits de saison, deux, de manger des produits même s'ils sont pas très beaux, voilà, et trois, de pas les jeter s'ils sont périmés de 4 jours. Voilà. Et ça, c'est pas évident, mais c'est pas évident, mais on va devoir en passer par là.